chose, je vous suis. Oui, bon. Oui, je vous suis. J'ai garé, je vous suis. Merci. Hein. Avec vous, effectivement, il a été annoncé que vous serez intervenant au cours de cette émission. On questionne les révolutions militaires aujourd'hui. On se demande effectivement si ces révolutions militaires qui prennent de plus en plus de l'ampleur dans l'espace africain, le cas de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui nous interpelle et nous fait poser la question de savoir est-ce du fait de l'évolution politique de ces pays-là ou alors simplement c'est dû au fait qu'il y a une volonté de confiscation des pouvoirs par des leaders africains ou alors simplement c'est l'absence de légitimité des leaders africains qui sont à la tête de ces États africains dont ces révolutions ont cours. Allô? Oui, allô? Oui, écoutez, moi je vais intervenir déjà parce que je ne vais pas soigner le cancer en inoculant le sida. Vous ne pouvez pas demander à un aveugle de conduire des borgnes. Au titre de quoi les militaires prendraient-ils le pouvoir quand ils n'ont pas la capacité de pouvoir manager, n'est-ce pas, une population, une nation? Ce n'est pas leur travail. Les révolutions militaires aujourd'hui se justifient surtout, ne regardez pas seulement la chose d'un côté, par le manque de professionnalisme des armées africaines qui n'ont pas, pour certaines, terminé leur mutation. Je voulais parler de leur réforme. Le caractère cardinal d'une armée est sa loyauté et sa posture républicaine et son service au profit de la nation. Vous n'allez pas leur demander aujourd'hui de conduire une nation alors qu'ils n'ont pas les outils managériaux pour pouvoir conduire cette nation. Le commandement militaire aujourd'hui est pyramidal. Or, le commandement politique dans une gouvernance est consensuel. Moi, je pense que c'est encore amener de la crise dans la crise. Cela générait tout au contraire. Maintenant, il y a le problème que vous posez, qui est le problème de la confiscation du pouvoir. Là également, je voudrais dire que nous interprétons cette confiscation dans le sens, n'est-ce pas, de la démocratie occidentale. Sans regarder aujourd'hui quelle est l'architecture de notre anthropologie et de notre sociologie. Ce n'est pas là qu'est le problème. Le problème est d'avoir une gouvernance, avoir des hommes politiques qui sont élus et qui sont élus à la faveur d'une majorité et que les élections se soient passées normalement. Que le président fasse 5 ans, 10 ans, 40 ans ou 2 ans seulement, eh bien cela dépend du thermomètre de la relation qu'il a entre lui, la gouvernance et la population. Donc je ne pense pas que ça, ce soit des critères qui soient pertinents. Moi, le critère qui est pertinent, c'est de pouvoir agir sur des modèles démocratiques véritables qui correspondent un peu à l'ADN de l'anthropologie africaine et que l'on se détache du mimétisme que nous voulons faire. C'est justement parce que nous sommes dans un mimétisme qui est extrêmement visqueux que nous pensons que nous devons administrer la démocratie africaine à la démarche occidentale. Je dis non, c'est pas la même chose. La preuve, c'est que les LGBT sont légitimés là-bas, ils ne sont pas légitimés ici. Quand est-ce que l'Afrique va commencer à vivre avec ses repères? Autant je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut de l'alternance, parce que grâce à l'alternance, eh bien, nous réussissons également à proposer d'autres solutions qui sont susceptibles de faire avancer les choses. Voilà, notamment s'arrimer à l'ère de notre temps. Et je pense que pour ce faire, c'est la jeunesse intellectuelle qui est le mieux capable, n'est-ce pas, la mieux capable de pouvoir intégrer notre pays au sein de ce grand mouvement qu'est la mondialisation. Donc, moi, je fais partie des militaires, des anciens militaires tout au moins, qui sont totalement opposés à la prise du pouvoir par les militaires. Donnez-moi en Afrique des exemples de pays où les militaires, après un coup de force, ont aussi pu mener une gouvernance pertinente, en dehors des cas du Ghana avec Jerry Rawlings ou alors Thomas Sankara. Dans la plupart des cas, les libérateurs redeviennent des nouveaux dictateurs. Les coups d'État ont souvent plutôt engendré d'autres nouveaux coups d'État, sans que les transitions elles-mêmes ne se concrétisent en mode démocratique. Alors, nous ne pouvons donc pas
dire que ces coups d'État, ces coups de force peuvent être, n'est-ce pas, une solution. Moi, je dis que le pouvoir doit rester au civil. Aujourd'hui, je parle de politique. Pourquoi? Parce que j'ai terminé ma carrière. J'ai terminé ma retraite mobilisable. Maintenant, je suis un citoyen libre. Je peux donner un avis tout en restant dans le devoir de réserve que j'ai. Le coup d'État n'apporte aucun avantage. Je vais vous dire, aucune avance démocratique, sinon que l'on avance plutôt vers une oligarchie militaire où les militaires au pouvoir s'embourgeoisent, n'est-ce pas, et percutent les libertés fondamentales des populations. Dessinez bien le diable au mur, il va finir par apparaître. Pour moi, malheureusement, je ne peux pas être dans le bain de vos panélistes que je respecte et que je salue courtoisement, mais le jeu démocratique commande un environnement serein. Vous ne pouvez pas me dire que vous prenez le pouvoir par la force et que vous allez quelque part être capable de diriger les gens avec des normes qui sont des normes démocratiques. Alors, quels sont les mécanismes constructifs d'un État démocratique? Déjà, comme je le disais tout à l'heure, le militaire n'a strictement rien à voir avec le pouvoir. Il doit garder une certaine neutralité, il doit être républicain, il doit être capable de garder les institutions. Maintenant, il se pose la problématique des institutions. Sont-elles légitimes? C'est ça qui est le grand problème. Et je dois également vous donner des exemples de plusieurs pays dans le monde où la population a pu reprendre le pouvoir à la force de la patience, à la force des démarches, à la force d'un unisson bien particulier. Eh bien, ces solutions-là sont beaucoup plus pérennes. Vous allez entendre certains pays vous dire que nous n'allons plus jamais je pense en gros, j'ai essayé de résumer un peu tous vos points d'achèvement en respectant bien entendu ce que les autres pensent, mais je dois vous dire en tant que militaire de métier qu'un militaire, vous ne pouvez jamais lui donner le pouvoir et pour qu'il vous l'amène même dans une transition normale. Regardez ce qui se passe en Guinée, regardez ce qui se passe au Mali, regardez ce qui va se passer au Burkina. Et lorsque vous faites des coups d'État, vous n'avez même pas respecté, vous sortez, n'est-ce pas, d'une hiérarchie militaire qui est établie. Comment voudriez-vous qu'un capitaine puisse commander des colonels? Comment voudriez-vous que quelqu'un qui n'a pas fait de sciences politiques, qui ne sait même pas comment on devrait gérer une nation, vienne se mettre à la part si même moi vous me demandez aujourd'hui de faire le budget de l'armée en tant que militaire, je vais le faire à 5 000 milliards. Alors que 5 000 milliards constitueraient, n'est-ce pas, l'ensemble du budget de tout le Cameroun. Non, laissez les militaires à leur place. Ce qu'ils devraient être capables, c'est d'assurer leur mission régalienne, c'est-à-dire la sécurité du territoire, la sécurité transfrontalière et assurer la protection des personnes et des biens. Que les civils, il faut être patient dans la démarche démocratique. Il y en a qui ont fait 100 ans pour arriver à des niveaux démocratiques aujourd'hui. Il y en a qui feront plus. Il faudra avoir cette patience, mais être toujours regardant sur ce que ceux qui manifestent pour accéder à une démocratie puissent avoir la capacité de le faire. Voilà où est la problématique aujourd'hui pour ma part. Docteur Colonel Didier Badiek, est-ce que là, vous ne venez pas effectivement demander aux politiques africains aujourd'hui de rester éternellement loin de leur population parce que les militaires ont une fonction régalienne, c'est de protéger les territoires africains au mépris des conditions de vie des citoyens africains aujourd'hui, qui semble être le leitmotiv en réalité des discours des révolutions militaires en Afrique. Oui, mais est-ce que c'est leur rôle? Leur rôle n'est pas celui-là. Le rôle de la société civile, le rôle du politique justement, c'est de pouvoir entrer en contact avec la population. Je ne dis pas que les politiques doivent être muselés. C'est pour ça qu'il faut trouver des voies et moyens pour se faire comprendre. Je dois vous dire que peut-être que vous allez recevoir des coups de chicotte, mais le coup d'État aussi aura des conséquences létales. Il y aura des morts. Surtout que les armées aujourd'hui sont presque des armées prétoriennes. Vous allez donc faire comment pour prendre le pouvoir? Vous allez verser le sang des Camerounais, le sang des soldats et tout le reste. Non, je vais vous dire qu'il n'y a pas de révolution qui se fasse sans difficulté. Il y a plusieurs exemples dans le monde où la population s'est levée. Vous avez vu au niveau de la Tunisie.
Comment est-ce que Ben Ali est parti? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Vous voulez me dire que la population n'est pas capable de se ranger de manière disciplinée derrière un mouvement politique et revendiquer ses droits? Mais s'il n'arrive pas à le revendiquer en 2023, il pourra le faire en 2025, il pourra le faire en 2030. Le problème de la politique africaine aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que tout ce qu'on demande, du coup, on doit l'avoir. Mais c'est une lutte. Nelson Mandela a mis combien de temps en prison? Mais pourquoi est-ce que vous voulez avoir des résultats immédiatement et en faisant verser du sang et en mettant des gens qui ne sont pas appropriés professionnellement pour diriger le pouvoir? Écoutez, il y a une scène aujourd'hui où on peut débattre de la politique. Je ne voudrais pas parler du Cameroun parce que justement on va entamer ma réserve. Mais je dois vous dire que même ici, la preuve, c'est que ce que vous êtes en train de discuter il y a 40 ans, c'était un sujet qui n'était pas envisageable au niveau des lignes de la ligne éditoriale. Mais aujourd'hui, on en parle. Et il y a un progrès démocratique dans la discussion dans ce pays. Vous êtes en train de décrier certaines choses parce que vous avez cette liberté de parler. C'est justement parce que les chefs politiques aujourd'hui ne sont pas matures, ce sont tous aussi bien des bandits que les autres et ils ne peuvent rien vous proposer. Ils n'ont pas de structuration politique. Alors, il faudrait déjà que nous ayons des hommes politiques qui puissent poser les problèmes sérieusement. Et qu'est-ce qui vous a dit que dans un climat de débat politique, nous sommes des ennemis? Nous sommes des adversaires, mais pas des ennemis. Et on devrait être capable de construire. Et je dois vous dire qu'un pays qui n'a pas d'opposition, qui se respecte, c'est un pays qui marche sur la tête. Parce que la navigation de ceux qui vont gouverner, eh bien, va se faire, n'est-ce pas, de manière opiniâtre, hein, et de manière sans être capable d'être reproché de quoi que ce soit. Non, chers amis, moi ce que je voudrais dire, c'est que moi je suis pour le débat politique, un débat qui construise. Pour moi, une opposition n'est pas systématiquement anti-gouvernementale, mais à un moment, il va la recherche du pouvoir, il faudrait qu'on puisse se donner les moyens de pouvoir justifier nos candidatures. Aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas comment est-ce que ça se passe dans la vérité, mais on demande aux enfants, aux jeunes, à tout le monde de s'inscrire sur les listes. Cela ne se fait pas. On fuit certaines élections. Mais il faut commencer à entrer quelque part. Lorsque vous avez déjà une voix à l'Assemblée, c'est déjà quelque chose. Mais c'est très rare de voir des hommes politiques qui poussent comme des champignons, qui du jour au lendemain deviennent président de la République. C'est une lutte qui est longue. Je vous donne encore un autre exemple après Mandela. François Mitterrand. Pendant combien de temps il a lutté pour être président de la République? Alors tout ça, ce sont des systèmes. Je ne dis pas qu'ils sont les plus heureux ou alors les plus convenables, mais je dois vous dire que ce qu'il y a à faire, c'est d'être dans un combat politique en réfléchissant de manière stratégique et de voir un peu où il nous mène. Je n'ai jamais été d'accord pour une société qui est brimée ou alors pour une société qui laisse outrepasser les droits de l'homme. Ce n'est pas ça qui est mon propos. Mais ce que je voudrais vous dire tout simplement, c'est que vous faites un mauvais choix en pensant que les militaires peuvent être la solution. Depuis qu'ils font les coups d'État en Afrique de l'Ouest, combien de coups d'État il y a eu? Il y a eu des coups d'État qui ont accouché d'autres coups d'État. Et aujourd'hui, ont-ils fait une transition pour remettre le pouvoir aux civils? Non. Alors pourquoi vous voulez trouver ces solutions-là? Pourquoi il n'est décidément au Cameroun toujours une ligne éditoriale qui incite les militaires à avoir un regard sur ci ou un regard sur ça? Non, les militaires ont leur travail. Il faut déjà qu'ils fassent bien leur travail. Il y a suffisamment de problèmes sécuritaires en Afrique pour qu'ils s'occupent aussi de la politique. Cette belle contribution, docteur colonel Didier Badiex. Merci. Docteur Moi, je vous remercie tous et bon dimanche alors. Merci, bon dimanche à vous. À très Merci, bien. bye bye. Ah, bah, à très bientôt. Vous avez la parole. Vous avez suivi comment je vais dire, le chapelet. Oui. D'un militaire. Et le docteur colonel disait la même chose quand je disais que le problème n'est pas de prendre le pouvoir. Et je vais vous donner l'exemple du nord-ouest et sud-ouest. N'est-ce pas? On a vécu et on sait comment, quand c'est le militaire qui prend le pouvoir, qu'est-ce qu'il peut faire? Vous comprenez? Donc, là-bas, il y a des choses qui se passent tout dernièrement. Il y a eu des cas où des militaires prennent des téléphones
n'est-ce pas, ils enlèvent, ils soustraient tout l'argent dans le mobile money, n'est-ce pas, des citoyennes. Ils ont été interpellés. Il y a eu donc pour moi, mais malgré le fait que il y a certaines déclarations que le docteur Colonel a fait que je sens que ne me conviennent pas, n'est-ce pas? Comme par exemple, quand il parle, il donne l'impression que des militaires sont aussi bêtes, n'est-ce pas, qu'ils ne peuvent pas gérer une république. Non, c'est faux. Le république ne se gère pas par un individu. Il y a des institutions. Si vous respectez ces institutions, vous pouvez gérer le pays. C'est pour cela que, prenons le cas du Nigeria, qu'on vient d'avoir un nouveau président. Il a fait de l'administration où? Vous comprenez? Il y a des autres pays que, dès qu'il y a élection, vous devenez président, vous suivez la constitution. Donc, pour penser que les militaires n'ont pas la qualité, capacité de le faire, je crois que c'est pas très bien dit. Mais je comprends sa position. Aussi, quand il parle que les militaires doivent être neutres, n'est-ce pas, et républicains, je pose deux choses. Est-ce que les militaires camerounais sont neutres? La réponse est non. Parce que il dit que le pouvoir reste au peuple, n'est-ce pas, de demander pacifiquement ce qu'il veut. Tant que ça est ici au pays, c'est des militaires qui vont te frapper, qui vont te massacrer. Donc, à ce niveau-là, je suis pas d'accord avec cela. Et être républicain, ça veut dire quoi? Qu'il y a des chefs de l'État, comme je vous ai dit tantôt, qui, n'est-ce pas, qui travaillent contre l'intérêt de leur société. Et pour chuter, je vous ai dit, M. Sylvain, que c'était un sujet assez courageux de choisir. Parce que si vous parlez n'importe comment, ça peut entraîner des autres choses. Pour ma part, j'ai dit, des militaires prennent le pouvoir lorsqu'ils constatent que la société est en faillite. Mais ça prouvait que eux-mêmes, lorsqu'ils prennent ces pouvoirs, ça devient catastrophique. Et on n'a eu qu'une seule ou deux pays dans lesquels on peut dire ils ont pris le pouvoir, n'est-ce pas? Ils ont fait quelque chose de bien. On peut citer Ghana, que J.J. Rawlings avait pris le pouvoir. On peut citer Burkina Faso. Mais on se rappelle que même jusqu'à aujourd'hui, l'effet de cette coup d'État est toujours là parce que des autres viennent perpétuer encore faire des coups d'État parce qu'ils ont pris ce goût-là. Et pour moi, des militaires doivent seulement assister la population, n'est-ce pas, pour pouvoir choisir ce qu'ils veulent. J'ai vu tout récemment dans un pays où je crois que c'est au Sénégal. Au Sénégal, oui. Que la population, n'est-ce pas, protestait et la militaire était là, n'est-ce pas, pour taper des gens, pour les arrêter. Donc je crois que voilà ma part de consommation.